Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Constantin Todorov et c'est un plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui avec nous Suzanne Holmes qui va nous faire un exposé invité. Suzanne est professeure en statistique dans l'université de Stanford, mais elle a commencé sa carrière scientifique à Montpellier, à l'institut de l'INRA, qui s'appelait INRA à l'époque, INRA aujourd'hui. Et donc ces recherches sont axées dans l'usage et l'application des statistiques computationnelles pour faire de l'inférence sur des phénomènes biologiques complexes. Et aujourd'hui, elle va nous parler de l'intégration d'arbres et graphes pour les données du microbiome. Suzanne? Merci beaucoup. C'est avec plaisir que je fais cet exposé en présentiel, mais j'aurais préféré être en personne à Montpellier, puisqu'évidemment c'est mon premier domicile d'une certaine manière. Mais ce dont je vais vous parler maintenant, c'est de l'utilisation des méthodes statistiques en médecine, mais aussi pour l'environnement, dans l'étude de ce qu'on appelle le microbiome. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire pour nous et comment on fait ces études. Alors, le microbiome humain, je l'étudie en collaboration, évidemment, avec des médecins et des scientifiques à l'université de Stanford, où je travaille là-dessus depuis à peu près 18 ans. Et on regarde les effets des antibiotiques, les perturbations de régime, le nettoyage colonique qu'on en fait, et aussi on fait l'étude de la grossesse. Et donc, je m'excuse, il y a une partie de mes slides sont en anglais, une partie sont en français. Je vais essayer de parler en français. De temps en temps, je vais parler en anglais de termes techniques. J'ai pas du tout l'habitude de parler en français pour le scientifique, donc voilà, on va faire comme ça. Alors, les défis qu'on a quand on travaille à partir de ce genre de données sont des défis qui sont d'abord l'hétérogénéité des données, c'est-à-dire qu'on a des graphes, on a des réseaux, mais aussi on a des données séquençage, on a des données cliniques. Et on va voir comment on incorpore les arbres et les graphes dans ces données, et surtout qu'on a des problèmes de très haute dimension. On a beaucoup de choix qui interviennent aux différentes étapes. Et à ce moment-là, il devient difficile de reproduire exactement les résultats selon les choix. Donc, je vais parler un petit peu de ce problème aussi. Alors, moi, je suis une statisticienne et on fait de l'analyse des données depuis le début. Et on essaie de séparer le modèle statistique des données elles-mêmes. Donc, on ne fait pas la confusion, c'est-à-dire qu'on a des données. Ici, c'est un tableau X. Et à partir de ces données, on fait des estimations de paramètres. Et ensuite, ces paramètres permettent de donner des distributions quelquefois infinidimensionnelles, quelquefois finidimensionnelles, pour faire des probabilités. Et tout ça est développé. J'ai publié un livre avec Wolfgang Huber, un livre qui est disponible sur l'internet librement. Et on a beaucoup de chapitres où on explique ce paradigme d'une certaine manière pour les données génomiques, séquençage, les données images pour les arbres. Je vais vous faire voir un exemple en particulier. Et cet exemple illustre bien les problèmes qu'on a avec l'hétérogénéité. Donc, l'hétérogénéité des données est différente selon les perspectives. Alors, quelquefois, on fait des méthodes supervisées. Donc, quelqu'un en a une réponse et quelquefois, on n'a pas de réponse. Et on fait du non supervisé, comme l'ACP ou les méthodes multidimensionnelles où on ne sait pas ce qu'on veut prédire. Quelquefois, des données importantes sont observées, mais le plus souvent, dans nos données complexes, les données sont pas observées directement. Donc, on a des variables cachées ou latentes qu'il faut inférer.
Et puis ensuite, on a évidemment l'hétérogénéité de type, qui est très simple. On a des données binaires, des données de graphes, des arbres, où on a des différences dans la dépendance entre les variables. Alors, les données peuvent être indépendantes, ce qui est assez rare en biologie. Souvent, on a des séries temporelles, des données longitudinales, ou des données spatiales, ou des données répétées. Donc, la quantité de dépendance est très différente. Et puis, on a évidemment les différentes technologies dont je vais vous parler un petit peu. Alors, qu'est-ce que c'est le microbiome? D'après une des premières personnes qui avait utilisé ce terme, Joshua Lederberg, il dit c'est les communautés écologiques, une symbiose de micro-organismes qui peuvent être pathogéniques ou bénéfiques ou neutres, et qui occupent, dans le cas du microbiome humain, qui occupe l'espace du corps humain. Et en fait, on collecte des données maintenant à partir de l'ADN qu'on séquence. On a des séquences assez courtes qui sont caractéristiques de certaines espèces ou ce qu'on appelle des taxa de différentes bactéries, ou bien on peut faire ce qu'on appelle le métagénome, qui est tous les gènes qui sont présents dans cet espace. On a le transcriptome qui est l'expression des gènes, qu'est-ce qu'elles font. Et puis, on a le métabolome qui sont les protéines qui sont présentes, qu'on peut mesurer avec l'analyse spectrale. Alors, c'est les données hétérogènes. On a deux types d'ADN. On a l'ARN, on a la protéomique, mais aussi on a les variables qui sont très importantes dans l'interprétation, sont des données cliniques. C'est-à-dire, on a l'information sur les patients, sur leurs états immunitaires, sur les médicaments qu'ils prennent, sur leur poids. On a les informations sur la location, des données sur l'environnement. Et on veut intégrer des bases de données de connaissances du domaine. C'est-à-dire que pour, par exemple, les métabolites, on connaît les réseaux métaboliques qui les relient. Pour les espèces, on connaît l'arbre phylogénie, c'est-à-dire l'évolution des différentes espèces et le temps qu'il faut pour les connecter. Et on a aussi des ontologies. Donc, on a toutes ces données qu'on veut combiner. Et dans le cas de l'humain, quelquefois, ça se représente un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on a des arbres de phylogénie, et sur ces arbres de phylogénie, ces points rouges représentent la présence de certaines bactéries dans certains lieux. C'est-à-dire ici, ce sont les poumons, ici c'est dans la bouche, ici ce sont dans les intestins, ici c'est la peau, là c'est le microbiome du vagin chez la femme. Donc on a tous ces lieux dans le corps où on a des arbres différents. Et donc on voulait d'une certaine manière intégrer un petit peu comme on fait en écologie les bactéries, leurs arbres avec l'environnement, mais on est en clinique, c'est-à-dire qu'on essaye de relier ça à des variables cliniques, à la pathologie, avec l'état de santé de la personne. Donc ça, et on a beaucoup de différentes matières, d'une certaine manière, ou disciplines sur lesquelles on fait appel. Et on utilise, de point de vue informatique, on oriente, en objet orienté, les données qui sont de ces différents types. Donc, on utilise en particulier un package, ici c'est un package R qui s'appelle PhyloSeq, qu'on a développé et qui fait appel à d'autres packages. Donc, API a été développé à Montpellier, d'ailleurs, par Emmanuel Paradis, qui permet de lire et représenter en machine très facilement les arbres de phylogénie, de les enraciner, de les estimer. Il y a un package Bioconductor qui est spécialisé pour les chaînes d'ADN. Et puis, il y a des données qui sont plus, je dirais, standards d'analyse de variables qui ont à voir avec les traits cliniques des patients. Puis, on a une matrice d'abondance des différentes espèces.
qui s'appelle OTU Abundance. Donc, les espèces, ce sont des OTU. Et on a des constructeurs qui permettent d'intégrer toutes ces données en même temps. Alors, l'avantage de faire ça, c'est qu'on a, on a un ensemble de données qui sont liées. Donc, tout est lié ensemble. Et si on veut prendre un sous-ensemble de données sous certaines conditions, c'est extrêmement facile de le faire sans perdre d'informations. La façon dont on pense aux représentations théoriquement, c'est sous forme de multi-tableaux, de multiples matrices. C'est qu'on veut étudier, par exemple, les réseaux génétiques dans le temps. Donc, on a multiples mesures au cours d'une maladie ou, par exemple, au cours du développement d'un enfant. Donc, c'est souvent les analyses qu'on fait sont longitudinales, mais quelquefois on fait ce qu'on appelle le bootstrap, c'est-à-dire on fait du rééchantillonnage de données, ou bien on fait l'analyse bayésien et on a multiples données qui sont des rééchantillonnages à partir de la distribution a posteriori. Donc ça, il devient important de pouvoir comparer les tableaux de façon facile. Et on fait ça de deux façons, c'est-à-dire ou bien on peut considérer les variables comme elles sont dans l'espace des individus, ou les individus, ici on considère les observations dans l'espace des variables. Donc ces deux donnent lieu à un produit scalaire qui est en général pondéré, et on a une dualité entre les deux. Donc, ça permet une approche géométrique, et les angles, dans ce cas-là, sont très importants. C'est-à-dire que c'est une espèce de généralisation de la corrélation qui donne l'angle entre les tableaux. Alors, évidemment, l'analyse en composantes principales, c'est la première chose qu'on fait. Et dans le cas où on a des pondérations, on a ici un produit scalaire qui a un poids, qui n'est pas nécessairement diagonal d'ailleurs, qui permet de prendre en compte, par exemple, les relations arborescentes entre les différentes espèces. Alors, la sortie des produits scalaires de l'analyse en composantes principales se fait en une seule ligne. Donc, les utilisateurs qui sont spécialisés dans le microbiome sont pas nécessairement des gens qui ont une habitude de programmation depuis très longtemps. Donc, c'est bien de créer ce qu'on appelle des wrappers, où on crée une espèce de script qui est prêt, et en une ligne, il peut faire des sorties graphiques qui sont de haute qualité. Donc, c'est pas trop difficile, par exemple, d'intégrer un arbre de phylogénie avec des abondances de données, ou bien de faire un heatmap qui permet de voir quelles sont les espèces qui sont les plus importantes dans les différents échantillons. Et je vous donnerai un exemple un peu plus loin. Voilà, ça, ce sont des autres graphiques, mais qu'on sort. Alors, comment on fait pour combiner les données de différentes sortes ici? Je vous montre la sortie d'un papier qu'on avait fait où on a en même temps l'arbre phylogénie, c'est-à-dire la relation d'évolution des différentes espèces, et en même temps on a des données longitudinales dans le temps. Donc on a des espèces qui sont beaucoup plus présentes à certains moments que d'autres. Donc on veut faire une représentation qui tient en compte à la fois l'arbre et l'aspect multidimensionnel. Donc, il y a une des méthodes, c'est une analyse en composantes principales ou en coordonnées principales un peu spéciale, qui est double, c'est-à-dire qu'on utilise ce qu'on appelle l'analyse de positionnement multidimensionnel, mais on l'utilise deux fois. La première fois, on a une distance entre les espèces qui est donnée par l'arbre, et on utilise cette distance-là entre les espèces pour donner une représentation de basse dimension, peut-être de dimension 2 ou 3, des différentes espèces. Et à ce moment-là, on peut prendre les échantillons qui ont été analysés, les échantillons biologiques, comme étant des points au barycentre
de ces points dans cette dimension. Et on prend ces points et ensuite on fait de nouveau une matrice de similarité entre ces points et on fait une analyse de positionnement multidimensionnel une deuxième fois. Et donc on peut représenter. Alors, je veux donner un exemple d'analyse longitudinale de données antibiotiques. Dans ce cas-là, on avait à peu près 2500 différents types de bactéries et ils ont été prélevés à peu près 50 points dans le temps. Et ces différentes échantillons viennent de 3 patients. Et on veut regarder ce qui se passe avant et après avoir pris des antibiotiques et comparer selon les patients. Alors, la première étape de positionnement multidimensionnel, c'est de regarder la distance sur l'arbre et de faire un positionnement multidimensionnel. Donc, ça c'est arborescent parce que les données à l'origine sont arborescentes. Ensuite, on prend les points de centre de gravité et on fait de nouveau un positionnement multidimensionnel. Et chacun des points ici représente un échantillon. Et la couleur représente le type, le patient, le sujet en question. Donc, je vous avais dit, il y a 3 sujets. Donc, ici, il y a 3 couleurs. Rouge, vert et bleu. Et on peut voir que les bleus sont très, très rassemblés, les rouges pas du tout. Donc, il y a un patient où il y a une très grande diversité de comportements des différents échantillons et les verts assez groupés. Donc, il y a une espèce de différence qualitative et ils vont. Ici, on veut voir quelles sont les espèces. On peut faire le biplot, enfin l'autre côté, le côté dual, ou on peut représenter le stress, ce qu'on appelle le stress antibiotique, en faisant 2 groupes des échantillons. Les échantillons qui sont les échantillons où il n'y a pas d'antibiotique avant ou complètement après. Et c'est ce qui se passe ici. Et on peut regarder la différence avec quand il y avait des antibiotiques. Donc, on voit que pour ces 2 patients D et E, il y a un changement, un grand changement entre quand ils prennent des antibiotiques ou pas. Pour le patient F, tout est resté regroupé et il y a très peu de différence. Et ça veut dire qu'en fait, ce patient est très résilient. De prendre des antibiotiques, ça change pas grand-chose pour lui. Donc, ça permet de prendre un problème où on a une phylogénie, des abondances, des séries temporelles et d'avoir un résumé assez simple. On a aussi fait une autre analyse qui permet qui est assez complémentaire et de comprendre les espèces ou les communautés d'espèces qui sont utilisées. Et là, on a utilisé une méthode d'analyse textuelle standard qui s'appelle Topic Analysis. Et donc, où on regarde des sujets, en fait, latents. Et donc, on fait le parallèle entre des mots et les communautés ou les bactéries. Et bon, dans l'analyse textuelle, on aurait un document. Dans nos analyses à nous, on a des échantillons biologiques. Si on a un terme, c'est une espèce. Et ce qu'on appellerait dans le monde de l'analyse textuelle un topic, pour nous, c'est une communauté, c'est-à-dire un groupement de bactéries qui interagissent souvent ensemble. Et donc, les mots, bon, ça, c'est les séquences, les lectures de séquences. Donc, ça, c'est un papier qui est maintenant apparu dans Biostatistics. Et l'interprétation des données est assez facile. C'est-à-dire, en prenant les mêmes données que je vous ai présentées avant, où on avait des séries temporelles d'échantillons avec différents patients, on peut regarder les bactéries, comment se comportent. Donc, il y a un groupe, un topic, le premier topic ou le premier sujet, d'une certaine manière, préfère la communauté
Et c'est un comportement qui est assez avant de prendre les antibiotiques, c'est assez bas, ça reste bas, et après ça remonte. Et la deuxième fois, ça redescend. Il y a deuxième topic, il reste à peu près le même, mais il remonte après le premier cours d'antibiotiques au lieu de descendre ici. Et le troisième, c'est un qui est assez haut, et puis ensuite qui baisse, mais qui reste en bas tout le temps après. Et puis le quatrième topic, c'est ceux qui sont bon, que ça baisse, mais ça remonte après, et ça après ça normalise. Et on peut regarder le comportement des espèces à l'intérieur des différents topics. Donc ici, on voit que ça baisse, et puis ils sont pratiquement pas présents. Et puis après, ça remonte. Et ici, on a enregistré quelles étaient les familles de bactéries qui se comportaient ou qui étaient plus importantes à l'intérieur des différentes topics. Cette interprétation en utilisant des topics a été assez bénéfique. Alors, d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle transfer learning for humans, c'est-à-dire qu'on transfère une méthode qui marche très bien et qui est très compréhensible dans l'analyse de documents, et on le transfère dans le monde de la biologie. Et ça a été important parce que en biologie, on a aussi une notion de synonyme, c'est-à-dire qu'il y a des bactéries qui remplacent d'autres bactéries qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc, on les aurait pas enregistrées comme étant les mêmes. C'est-à-dire du point de vue séquence ne sont pas les mêmes, mais semblent remplir les mêmes rôles. Et si on fait une analyse différentielle de ces différentes bactéries, quelquefois on verrait pas qu'ils sont différents dans un état comparé à un autre, parce que il y a un remplacement de l'un par l'autre. Alors ce remplacement, quand on le fait au niveau des topics, on le voit bien. C'est-à-dire que on ne perd pas, on appelle en anglais, on appelle strain switching. Donc on a cette espèce d'échange où il y a quelques souches qui sont remplacées par d'autres souches. Donc les souches sont pas présentes de façon continue dans un état ou dans un autre. Et ce strange switching, on le contourne, on utilise cette analyse topique c'est une analyse qui se fait de façon Bayesienne avec une Dirichlet, et on peut aussi incorporer dans l'information qu'on utilise un arbre, c'est-à-dire qu'a priori, on peut mettre la relation entre les différentes séquences dedans. Alors, dans un travail qu'a fait une de mes étudiantes de thèse, Julia Fukuyama, elle a écrit une espèce de continuum entre l'analyse discriminante et, par exemple, une analyse où on tient en compte complètement l'arbre. Et ça, c'est juste en modifiant, en fait, le noyau pour pénaliser si on est loin dans l'arbre. Et les sorties qu'on trouve dans cette méthode permettent de voir, d'interpréter mieux les données, puisqu'on peut voir que il y a des espèces, il y a des endroits dans l'arbre où on a présence de plus des données sont plus importantes, donc on a cette espèce de localisation qui tient en compte l'arborescence en même temps que l'abondance dans les différentes continues. Donc ça c'est une méthode sparse ou régularisée, mais la régularisation se fait avec l'arbre elle-même. Voilà. Et j'ai perdu le passage de... Je ne peux plus passer. Voilà. Non, j'ai perdu... Ah, ça y est. Bon. Ça avait disparu. Bon, maintenant, merci.
Maintenant, je vais parler un peu plus des réseaux des graphes et comment ils apparaissent dans le microbiome. Donc, les données, les graphes apparaissent comme on les construit, en fait, en regardant l'abondance et en reliant deux échantillons si les espèces qui sont en commun représentent une grande proportion des espèces présentes. D'un point de vue de la théorie des graphes, ça s'appelle, c'est comme avoir des graphes géométriques avec un certain seuil. On peut aussi considérer n'importe quelle similarité et considérer qu'une matrice de similarité, c'est un graphe pondéré. Et on a plusieurs façons de voir ou d'utiliser ces similarités. C'est-à-dire que ce dont je vous ai parlé au début, c'est de dire, bon, on a deux échantillons et on crée un lien entre les deux échantillons si ils partagent beaucoup d'espèces, mais on aurait pu aussi faire un graphe dual entre deux espèces et dire que ces deux espèces sont reliées si les espèces sont présentes en commun dans les cas où, dans la plupart des échantillons biologiques. Donc, il y a un dual, il y a deux types de réseaux qu'on peut faire. Et aussi, évidemment, un autre graphe qui est important, dont on a déjà parlé, c'est le graphe d'arborescence phylogénique des relations évolutionnelles. Ce qu'on n'utilise pas dans le microbiome, on ne peut pas utiliser les réseaux de corrélation. Parce que les données, en fait, les données de proportionnalité ne s'apprêtent pas bien à l'utilisation de corrélation. Ça crée des biais dans l'étude. Et aussi, les données elles-mêmes sont terriblement éparses. C'est-à-dire qu'il y a énormément de zéros. Et si on utilise juste un coefficient de corrélation, les zéros qui sont partagés entre les échantillons vont faire que la corrélation est très élevée, mais c'est artificiel. On n'est pas intéressé à ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont absentes en même temps. Ce qui nous intéresse, c'est beaucoup de choses qui sont les choses qui sont présentes. Et donc, on préfère, à l'analyse de corrélation de Spearman aux personnes, d'utiliser un indice de Jacquard. Cet indice a été développé par un écologiste dans les années 1900. Et ça permet de comparer les données éparses. Donc, bon, dans le package vegan, par exemple, il est bien implémenté. Et c'est quelque chose qui permet de mesurer juste la présence sans tenir en compte les cas où les zéros, il y en a deux absences en même temps. Donc la distance de point de vue de Jacquard, ça utilise les fréquences de un est absent, l'autre est présent, un est présent, l'autre absent, mais vous voyez, nulle part on a le F00. Donc, on regarde pas les doubles absences d'une certaine manière. Donc, c'est un indice préféré, mais c'est ce qui permet de définir la co-occurrence. C'est-à-dire qu'on utilise un seuil et au-delà de ce seuil, on dit qu'on a une forte co-occurrence. On utilise aussi ces analyses quand on fait des graphes et qu'on regarde ce qu'on a en commun. Et donc, dans ce cas-là, on fait un indice de Jacquard qui regarde quels sont dans le binaire, qu'est-ce qui est en commun. Là, juste pour vous donner un exemple, ici, on a deux souris et on a des espèces qui sont présentes dans deux souris et on a ici deux uns qui coïncident, donc co-occurrence. Et puis, ça, c'est les seuls, c'est-à-dire aussi, on a 1, 2, 3, 4 fois où il y a un 1, mais l'autre a un 0.
C'est-à-dire, sur le tout, on a des positions, les positions importantes sont 1, 2, 3, 4, 5. Et il y en a qu'un, c'est-à-dire 20%, où ils sont présents. Donc, la distance, dans ce cas, ce serait 0,8. Donc, cet indice de Jacquard est facile à comprendre et nous sert quand on crée des réseaux. Et on va regarder, je vais vous montrer comment on fait et à quoi on utilise ce graphe. Ce graphe que je vous montre, c'est entre des patientes qui ont eu leur bébé à l'avance ou pas, c'est-à-dire term, ça veut dire que le bébé est né à l'âge gestationnel normal, à partir de 37 semaines, et preterm, ça veut dire avant. Et là, dans tous les échantillons qu'on a, on a plusieurs mesures pour la même femme, mais on a aussi, on crée des bords entre les échantillons qui partagent par l'indice de Jacquard beaucoup d'espèces en commun. Alors évidemment, ici par exemple, on voit que pour le 24, c'est associé tout à la même femme, sauf là, on a une autre patiente qui aussi partage beaucoup de bactéries avec celle-là. Et l'idée, et je vais vous montrer un petit peu plus loin, on peut même tester le graphe, comme il apparaît, s'il est en relation avec, par exemple, ce facteur-là d'avoir le bébé à l'avance ou pas. Donc, ces données, à l'origine, c'est des abondances, mais on crée un graphe avec et on fait l'analyse et les tests en utilisant le graphe. Là, ici, c'est un autre type de graphe, c'est pas entre les espèces, c'est pas entre les échantillons, c'est entre les espèces. Et ici, on a fait une connexion entre les espèces qui sont présents en même temps dans les échantillons. Donc ici, par exemple, vous voyez, on a une clique d'espèces qui doivent en fait être en symbiosis. Et donc qui sont nécessaires les uns pour les autres pour survivre. Et on peut le voir très bien en utilisant des graphes. Donc ça c'est un cas, voilà. Et ça c'est un autre cas où on a des espèces. Donc quand on veut suivre ces communautés sur le temps, je vais vous expliquer un petit peu comment on l'a fait dans un cas pratique. Et ça, c'est les données dont je viens de vous parler un petit peu, c'est-à-dire qu'on avait des femmes qui étaient enceintes. Et cette analyse, on l'a faite on a séparé les données en 40 femmes qu'on a utilisées pour le learning, c'est-à-dire pour construire le modèle, et 9 pour validation. Donc, on a laissé de côté, donc on a pris les 40 femmes. Et sur ces femmes, il y a eu énormément de spécimens qui ont été pris une fois par semaine, et on a regardé le microbiome oral, on a regardé aussi le microbiome de l'intestin et on a pris des échantillons qui venaient du vagin. Et on a utilisé des méthodes qui essayaient de comprendre s'il y avait des types de microbiomes qui étaient associés au fait que le bébé soit né avant terme. Donc ça, c'était le goal, le but. Et là, on a publié ça en 2 fois, c'est-à-dire qu'on a fait une première analyse où on a fait un modèle, un modèle en chaîne de Markov pour regarder comment change en fait le type du microbiome sur le temps. Et voilà, je vais vous montrer les données. Alors, pour revenir à nos réseaux, on a aussi créé des réseaux de co-occurrence de données qu'on a essayé de suivre. Et on a créé les bords entre les échantillons, et s'il y avait beaucoup de partage de bactéries en commun. Alors ça, c'est le graphique qu'on obtient. Si on
compte, donc, dans cette matrice, on va avoir les colonnes. Chaque colonne correspond à un échantillon qui a été pris, un échantillon biologique. Et on a plusieurs échantillons de l'ordre de 10 à 12 échantillons par femme. Et on voit que ça se modélierait, on pourrait le modéliser très bien avec ce qu'on appelle un bloc modèle. On l'a pas fait, mais là, c'est juste, on voit que ce qui se passe, c'est en bloc. C'est-à-dire que on a un gros partage de tous ces échantillons dans la première partie, là, ont beaucoup de bactéries en commun. Et quand on regarde quelles sont les femmes qui ont eu leurs enfants tôt, il y en a un petit nombre ici. Et sinon, pour ce premier type, en général, les bébés sont nés à terme. Par contre, ici, où il semble pas du tout qu'il y a beaucoup de structure en termes de qu'est-ce qui est partagé en commun. Il y a très peu de choses qui sont partagées en commun. On a une grande diversité, on verra, mais on a énormément de bébés nés préterme. Donc ce type-là qu'on peut regarder en termes de quelles sont les bactéries présentes, mais là on a pas un bloc d'une certaine manière. Donc les blocs sont un bon signe. Et quand on regarde ce qui se passe, en fait, c'est que, par exemple, le premier groupe qu'on avait vu, il est caractérisé par un lactobacillus, une bactérie particulière qui est bénéfique pour la grossesse. Et qui est, la plupart du temps, les bébés sont nés à terme et assez absent dans le quatrième groupe. Et ce qu'on voit dans le quatrième groupe, c'est que c'est étonnant parce qu'en général, le quatrième groupe ici, on a une très grande diversité. On a plein d'espèces différentes. Et en général, en biologie, la diversité, c'est un signe de bonne santé. C'est-à-dire que s'il y a une grande diversité, ça veut dire c'est plus stable, c'est une bonne santé. Alors dans ce cas, c'est pas du tout vrai. C'est-à-dire on a une énorme diversité de bactéries et beaucoup de bébés qui sont nés avant terme. Donc ça c'est un exemple d'utilisation de séries temporelles et on a construit un modèle. Ici on voit bien ce qui se passe. Ici, c'est tous les échantillons des femmes qu'on suit sur le temps. Et là, les bébés sont nés à terme, c'est-à-dire que la longueur de la grossesse est marquée par ces parenthèses noires là. Et on voit que la majorité des points roses et rouges se situent dans les grossesses courtes. Donc, on voit encore que ce groupe 4, on l'a subdivisé ici, mais ce groupe 4 est mauvais pour la grossesse. Et c'est ce groupe qui est extrêmement divers. Il en a fait un modèle de Markov qui donne la probabilité de changer de couleur entre les différents groupes. On voit que le groupe bleu foncé, par exemple, est un groupe extrêmement stable. Le groupe vert est un groupe très stable. Le groupe rose, c'est le groupe le moins stable. Donc ici, on avait fait une analyse de chaîne de Markov et on a regardé les probabilités de rester dans ce groupe ou la probabilité de changer. Et on voit qu'ici, on a une probabilité de rester dans le groupe 4 qui était de 2/3 à peu près. Alors que les autres groupes, c'est beaucoup plus près de 98%. Donc, on voit on a pu faire un modèle et maintenant, on est en train de faire d'autres études. On essaye de comprendre qu'est-ce qui incite ou qu'est-ce qui fait que un échantillon passe d'un type 3 à un type 4 par exemple. C'est-à-dire quels sont les événements qui mènent à ça et est-ce qu'on peut les prédire du point de vue bactérie, c'est-à-dire quelles sont les espèces qui sont responsables de ça.
Et dans notre étude du groupe 4, on a pu en particulier trouver, il y avait une espèce, la Gardnerella, qui était responsable qui semblait être responsable ou associée à avoir le bébé tôt. Et on a fait d'autres études où on a essayé de reproduire les résultats. Et par exemple, si on fait le positionnement multidimensionnel, on trouve une représentation très stable, mais on a une séparation des différentes souches du Gardnerella. Donc, on a des souches qui sont plus dangereuses que d'autres. Et ça a été une information qu'on a eue que la deuxième fois qu'on a fait l'analyse, on l'a fait avec une méthode beaucoup plus haute résolution pour pouvoir différencier entre les souches. Et c'est un petit peu d'ailleurs ce qui est en train de se passer avec le Covid, où on regarde des souches et on voit un comportement différent selon les souches, par exemple en transmission. Bon, je vous ai montré comment on utilise, comment on représente ou fait des graphes. Ici, c'est un graphe qui représente le minimum spanning tree, mais entre les différentes échantillons qui ont été faits pour le SIDA, pour les patients de SIDA, pour essayer de comprendre comment c'était transmis à travers le monde par les voyages et choses comme ça. Et on peut regarder une représentation de graphe colorée, c'est-à-dire que si on a un peu plus d'informations sur les nœuds du graphe. Donc ici, dans ce cas, on a les graphes, on a les bords, mais on a aussi, vous voyez, j'ai une forme de triangle ou j'ai une couleur. Alors la forme de triangle, ça, dans ce cas-là, c'est des données, ça vient de souris. Et ça, c'est deux différentes portées. Et à l'intérieur des portées, on a différents individus. Et les individus, c'est la couleur. Et donc, on a aussi mâle, femelle. On a les couleurs et on a les portées. Et en fait, ce qu'on sait, c'est-à-dire que les bactéries, la façon dont ça développe à l'intérieur des espèces, c'est que c'est très stable à l'intérieur d'un même individu. Donc ici, on a tout le même individu, c'est la même couleur, c'est la même forme. Cet individu ici, donc on a une stabilité et on a une différence entre les autres individus. Mais ici, on a le même individu, deux fois, mais la troisième, c'est un individu différent, mais de la même portée. Et la question statistique qu'on voulait adresser, c'est de savoir si il y avait une différence entre les portées. Et on fait ça en faisant une test de permutation qui était inspiré de ce qui était fait par Friedman et Rasky, et ce qu'on appelle two-sample test. Donc, graph-based two-sample test, dans ce cas, on essaye de voir s'il y a plus de bords entre deux nœuds qui sont de la même forme et de la même couleur que ce qu'on aurait attendu si ça avait été aléatoire. Et donc, ça se fait pas en faisant un test de permutation. Ici, on a fait un graphe de minimum spanning tree avec une similarité de Jacquard. Et on essaie de regarder si le nombre de bords, ici, ce que j'appellerais un bord mixte, au point de vue couleur, c'est celui-ci. Donc, on a rose et on a jaune. Si on a plus de bords mixtes que de bords purs. Donc ici, par exemple, le rond turquoise avec le rond turquoise, ça c'est un bord pur. Et on fait ça en faisant le compte, on choisit parce que la somme, le nombre de bords va rester les mêmes et on fait la permutation sur les couleurs des bords. Et ici, en faisant une simulation, en faisant une permutation aléatoire, on voit que le nombre de ce qu'on appelle les bords purs, et dans le vrai donné ici, est très très élevé. Et qu'en général, si on fait la permutation, on a une distribution qui est très loin. Donc, ça dit que c'est significativement pur
dans ce sens-là. Et on peut faire des permutations qui représentent seulement un sous-ensemble de cela pour tenir en compte qu'on veut regarder qu'à travers les familles et pas à travers les individus. Donc ça, c'est un test conditionnel qu'on peut faire et qui existe qui tient en compte la relation, qui veut tester la relation de famille, et on garde le structure, par exemple, à l'intérieur des hôtes, le même. Donc ça, c'est disponible sous la forme d'un test dans R, dans le package Phylo-Seq Graph Test, et ça permet de faire donc des tests qui considèrent des données sur un graphe en même temps que des données de facteurs. Bon, toutes ces analyses que je vous ai montrées sont possibles parce qu'on a essayé de faire un workflow modulaire, c'est-à-dire qu'on intègre en même temps les séquences, les qualités des séquences dans un logiciel où on débruite les données d'abord, et on a développé Dada2 pour faire ça. Ensuite, on intègre les métadonnées et les données informations sur les différents patients et sur les temps. Et puis, on peut ensuite faire des graphiques et en analyser, utiliser des méthodes statistiques comme font les écologistes, comme par exemple l'indice de Jacquard dont je vous ai parlé. Ensuite, on développe en général pour les papiers, on développe toutes les scripts sur le forme d'un Markdown, et on publie les données sous plusieurs formes. Alors la difficulté, en fait, c'est qu'on fait beaucoup de choix. Quand on fait les visualisations, on fait des choix. Quand on fait la transformation des données, on fait des choix. Donc la question, c'est est-ce que quelqu'un d'autre qui aurait les mêmes données aurait les mêmes résultats? Et là, et si vous voulez suivre, par exemple, un cas particulier où on a publié le R Markdown, et où on a fait les tests de graphes, vous pouvez regarder dans ce papier. Et dans ce papier, il y a tout le code. Et la raison pour laquelle c'est très important de publier le code, c'est que vous pouvez regarder si les résultats sont robustes à des changements, à des choix. Et c'est la seule façon, en fait, étant donné le nombre de choix, c'est la seule façon de voir si les données sont robustes. Si les résultats sont robustes, un petit changement de choix ne devrait pas changer ce qu'on a comme conclusion. Et ça, bon, c'est un problème ensuite d'incertitude et de quantification des visualisations. Et quand on compare les sorties, et c'est-à-dire que quand on a le problème d'essayer de dire, bon, vous avez fait ce choix-là, voilà, sorti, et moi, j'utilise un modèle différent, à ce moment-là, on a la même difficulté d'alignement, et ce qu'on appelle les méthodes multitableaux sont nécessaires. Et en fait, ces méthodes de multitableau, pour comparer les sorties, par exemple, si on fait du rééchantillonnage ou du bayésien, ça peut se faire en généralisant les notions de variance et de covariance. Et en général, quand on étudie la variance et la covariance, on le fait comme ça. Mais là, c'est pareil, c'est-à-dire au lieu de le faire entre vecteurs, on le fait entre tableaux. Et bon, ce tableau, on peut le faire en utilisant un coefficient qui a été développé par Yves Escoffier dans les années 70. En vectorisant, en fait, on peut faire un produit scalaire entre tableaux dans la même manière qu'on a fait entre les différentes, entre des variables, on peut le faire entre tableaux. Et un exemple où on peut essayer de regarder si des données différentes ont été utilisées sur les mêmes échantillons et s'ils sont en relation, on utilise ce coefficient RV
entre les espèces. Alors ici, on avait un tableau d'espèces de bactéries. On avait un tableau de ontologie de génétique KEGG et on avait aussi des métabolomes. Et on voit que c'est assez fortement corrélé, c'est-à-dire que les relations entre les échantillons vus dans ces différents domaines sont assez proches. Donc les résultats, on attend à ce que ce soit assez stable. On peut voir ce qu'ils ont en commun et on peut voir ce qu'ils sont différents. C'est ce qu'on fait quand on fait de l'analyse conjointe de tableaux. Voilà. Donc, dans ces problèmes de reproduction des données, je pense que ce qui est très important, c'est de faire des suppléments. Nous, on fait des suppléments avec R Markdown pour que les gens puissent regarder les sorties et faire des changements. Mais il y a aussi la façon de faire avec Python en utilisant des notebooks. Mais bon, de plus en plus, nous, pour la reproduction des résultats, on utilise des moyens de publication du code. Et je pense que ça permet d'avoir plus de permanence dans les résultats, plus de reproduction, et ça permet aussi de vérifier. Je pense pas, les statisticiens maintenant, ils parlent beaucoup d'utiliser ce qu'on appelle le post-selective inference, ou de regarder les corrections pour hypothèses multiples, mais les corrections pour hypothèses multiples, ça permet pas de contourner quand on a 200 millions d'analyses possibles. Donc, la façon de jauger d'une reproduction des données, je pense que c'est que par la transparence, c'est-à-dire de publier le code et les données. Et là, j'ai donné quelques exemples où on fait ça, et avec des liens, et je mettrai ça sur Twitter après pour que vous ayez les liens qui sont à l'intérieur du papier. Bon, je vais finir maintenant. Et je vais juste dire que les solutions, on a des solutions pour l'analyse des données hétérogènes. Il te reste encore 1 ou 2 minutes. Pardon? Il te reste 1 ou 2 minutes. Il te reste encore 1 ou 2 minutes pour conclure. Oui. J'étais juste en train de dire, pour conclure, que les solutions pour les analyses hétérogènes, c'est-à-dire qu'on peut faire, c'est bien d'avoir des packages qui permettent des objets à multiples composantes, que la qualité et toutes les informations a priori doivent être intégrées dans l'analyse. On doit maintenir toutes les informations et intégrer, par exemple, les arbres et les graphes dans des analyses multitableaux. On doit avoir une robustesse des résultats, c'est-à-dire que si quelqu'un d'autre fait un petit changement, une petite transformation des données, on doit avoir la même conclusion. Et c'est bien si on a de l'information sur l'incertitude des régions, de contours, des choses comme ça. Voilà. Donc voilà, je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Je vais beaucoup bénéficier des outils de R et de la communauté Bioconductor et de mes co-auteurs, en particulier Wolfgang Huber, avec qui j'ai écrit le livre, mais aussi JJLR qui est le chef de RStudio et qui a fait énormément de travail pour la communauté pour pouvoir publier en particulier. Et voilà, donc je remercie mes collaborateurs et mon groupe. Voilà, ça c'est mon groupe de labo à Stanford. Et puis je suis contente de prendre des questions. Constantin, si veut me dire les questions qui sont arrivées sur le feed. Avec plaisir. Merci beaucoup, Suzanne, pour ta présentation. Donc, nous avons quelques questions du public que je vais remonter dans l'ordre de leur arrivée à peu près. Nous avons 3 questions. Il y a 2 questions qui portent sur le modèle de topic que tu as présenté dans la première partie de ta présentation, il me semble. Et notamment, la première question venant de est-ce que le Word Topic Model que tu as présenté à LDA, je crois que tu as répondu, mais si tu peux juste confirmer. Est-ce qu'il s'agit d'une méthode qui est analogique au Latent Dirichlet Allocation?
Absolument. C'est Ouais. une transfert absolument latent Dirichlet. Quelquefois, on fait du latent Dirichlet supervisé. Parce que quelquefois on a une réponse et quelquefois on a plus d'informations, mais on a utilisé les techniques et le modèle bayésien, on utilise Monte Carlo. En général, on utilise le programme Stan pour développer des distributions a posteriori. Et je suis pas rentrée dans les détails, mais les détails techniques sont dans le papier qui est apparu à Biostatistics. Mais ça a été très fructueux d'utiliser ce cadre pour ce type de données. Oui, c'est un latent dish. D'accord. Donc une question liée venant de Thomas Guillet. Donc Thomas Guillet qui dit une LDA représente un texte comme un ensemble et non pas comme une séquence. Et donc sa question est comment est-ce que la dimension temporelle est prise en compte dans les cas que vous illustrez dans vos études? Alors, quand je vous ai fait la représentation de ce qu'on a sorti du topic, en fait, on n'a pas dit au topic model qu'il y avait cette dépendance temporelle. Et on les a juste, on a fait la visualisation dans l'ordre et on voit une corrélation très forte des échantillons, mais cette information n'a pas été utilisée par le programme. Et d'ailleurs, ça renforce la stabilité de ce qu'on trouve, puisqu'on voit qu'on a des topics qui suivent très bien une série temporelle, alors qu'on n'avait pas dit on n'avait pas donné de séquence, on n'avait pas dit que c'était, il y avait cette dépendance, on n'avait pas construit dans le modèle. C'est venu naturellement, quoi. D'accord. Une question toujours de Thomas Guillet. Le constat qui est fait que vous faites beaucoup de graphes, donc il y a beaucoup de données visuelles qui sont produites. Est-ce que vous utilisez des outils de Visual Analytics dans vos travaux? Ben évidemment, enfin, je veux dire, bon, la visual analytics, c'est venu, pour moi, c'est venu de l'analyse visuelle exploratoire de Tukey et donc on utilise énormément. On utilise beaucoup des outils qui sont développés autour de R, donc on utilise aussi des méthodes pour essayer d'exprimer l'incertitude. C'est-à-dire qu'on fait des contours de confiance et des choses comme ça. Et dans les analyses multidimensionnelles, par exemple pour le longitudinal, on essaye de faire, on a un système interactif où on met en même temps l'arbre et la relation temporelle. Donc, évidemment, la visualisation est clé. Et il y a plusieurs de mes élèves qui sont spécialisés dans la visualisation qui enseignent ça. Donc, je pense que c'est la difficulté, je crois, c'est de faire des outils qui sont faciles à utiliser pour les biologistes. Donc, nous, notre but, c'est pas seulement de faire l'analyse pour nous, c'est de mettre entre les mains des biologistes des outils qui sont intuitifs, sans avoir peut-être les bases mathématiques nécessaires de comprendre exactement ce qui se passe, au moins qu'ils ont l'intuition, manipulant leurs données, qu'ils comprennent bien la sortie. Donc, une simplification des variables latentes en particulier. D'accord, merci. Donc nous avons le temps pour encore une ou deux questions rapides. Question d'Arthur Verlet qui se demande n'est-il pas contraignant de vérifier la validité des modèles compte tenu de la taille modeste des groupes de contrôle? On fait très peu de modèles, comment dire. Les modèles qu'on utilise sont extrêmement flexibles. En général, on fait du Bayésien non paramétrique. Et donc, évidemment, on fait la vérification en faisant le goodness of fit, par exemple, sur la distribution, qui soit gamma poisson, quelque chose comme ça. Mais les modèles qu'on postule, en général, sont générés à partir de beaucoup d'ensembles de données. Par exemple, les latentes Dirichlet, malgré le fait que, bon, on n'avait que 50 échantillons dans ce cas-là, mais la validation se fait au cours du temps. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'ensembles de données pour lesquels ce modèle marchait bien.
Donc, d'une certaine façon, je pense que c'est une espèce de méta-analysis où on commence à apprendre quels sont les modèles qui sont assez flexibles pour voir les propriétés des données. Donc, on fait pas une vérification. Généralement, il faut plus d'ensemble de données pour acquérir l'expérience. Mais oui, évidemment, c'est un problème. On n'a jamais assez de données. D'accord. Bon, ben merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là pour qu'on puisse rester dans le temps. Merci beaucoup encore une fois, Suzanne, et à tous les participants. Et je vous souhaite à tous bonne continuation de la conférence. Merci.